Bon, une nouvelle COP vient encore de se terminer et encore une fois, j'ai pas compris grand-chose. J'ai l'impression que le problème est toujours majeur, toujours urgent, mais que rien de particulier n'est fait pour essayer de résoudre le problème. On peut pas vraiment faire comme si le réchauffement climatique n'existait pas et ignorer le problème, non? Donc quoi? Je comprends que les riches ne veulent pas payer, j'avoue que ça m'étonne pas particulièrement, mais il y a bien un niveau de réchauffement qui sera plus horrible et pénible que de se bouger maintenant, même pour les pays riches et bien protégés. Ou alors je suis complètement à côté de la plaque, possible aussi. Qu'est-ce qui va se passer exactement avec ce réchauffement climatique en fait? La question que tu soulèves ici est très intéressante. Est-il plus facile de s'adapter à un monde à plus 4 degrés que d'opérer les changements nécessaires à la stabilisation de l'accroissement des températures sous la barre de 1,5 degré? On va l'aborder en 3 grandes parties. D'abord, on va parler des conséquences du dérèglement climatique. On discutera ensuite de l'adaptation dans un scénario à plus 4 degrés et enfin des leviers d'atténuation pour atteindre un monde à plus 1,5 degré. Bon, finalement, on voit tous qu'il y a un problème. Ça nous a tous plus ou moins affectés ces dernières années. Que ce soit les canicules assommantes qui ont été 2 fois plus nombreuses ces 25 dernières années qu'en 100 ans entre 1900 et 2000, la neige qui disparaît de nos stations de ski, ou les ressources en eau qui deviennent difficiles à gérer ces derniers étés avec des niveaux de nappes phréatiques extrêmement bas. Mais concrètement, c'est quoi le problème? Qu'en disent les scientifiques et quelle en est l'ampleur? Commençons par une définition. Je vais vous donner celle des Nations Unies. Les changements climatiques désignent les variations à long terme des températures et des modèles météorologiques. Depuis les années 1800, les activités humaines constituent la cause principale des changements climatiques, essentiellement en raison de la combustion de combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz. La combustion de combustibles fossiles génère des émissions de gaz à effet de serre qui agissent comme une couverture autour de la Terre, emprisonnant la chaleur du Soleil et entraînant une hausse des températures. En conséquence, la température à la surface du globe est actuellement supérieure de 1,1 degré par rapport à la température enregistrée dans les années 1800, avant la révolution industrielle. Actuellement, les conséquences du changement climatique sont notamment les suivantes. Sécheresse intense, pénurie d'eau, graves incendies, élévation du niveau de la mer, inondations, fonte des glaces polaires, tempêtes catastrophiques et déclin de la biodiversité. On voit que c'est un enjeu considérable pour l'ensemble de la planète et de l'humanité. La communauté scientifique a commencé dès les années 1970 à prévenir d'un réchauffement global de la planète à plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle si aucune prise de conscience concrète ne se faisait. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a été créé en 1988 en vue de fournir les évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Le GIEC publie un rapport d'évaluation en 3 grandes parties tous les 5 à 8 ans pour faire un état des lieux des connaissances scientifiques sur le dérèglement climatique, sur les leviers d'atténuation et sur les leviers d'adaptation. Le GIEC a aussi pour but de publier des rapports méthodologiques qui fixent une ligne de conduite pour les travaux scientifiques liés au climat. Ça permet de comparer les différentes études qui ont été menées, car elles sont réalisées avec les mêmes hypothèses. Bon, maintenant qu'on a compris ce que c'était et qui travaillait sur ces sujets, à quoi s'attendre pour les années à venir? Lors de la fameuse COP21, tenue en 2015, les accords de Paris ont été signés par 196 parties. L'accord de Paris, c'est un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Son objectif primordial est de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius, au-dessous des niveaux pré-industriels, et de poursuivre les efforts pour limiter les augmentations de la température à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Les experts et les dirigeants soulignent de plus en plus l'importance de se tenir au seuil de 1,5 degré, car les boucles de rétroaction pourraient devenir difficilement maîtrisables au-delà. Le but affiché est clair. Cependant, les actions prennent pour l'instant du temps à se mettre en place et la communauté scientifique prédit une augmentation de la température à 3 degrés en moyenne au niveau global si des changements drastiques ne sont pas mis en place dans nos manières de consommer. Et ce changement global, il sera encore plus rude pour les continents. En effet, les océans se réchauffent moins vite que les continents. Et un réchauffement du globe à plus 3 degrés, ça correspond à un réchauffement en France de plus 4 degrés en moyenne. Ok, mais finalement, plus 2 ou plus 4 degrés, si on a moins à se chauffer l'hiver et qu'on met la clim en été, on utilise même moins d'énergie sur une année, non? Comme on l'a vu tout à l'heure, le réchauffement global de la température, ce n'est pas une augmentation uniforme. Les phénomènes naturels extrêmes sont déjà multipliés et c'est à se demander si on peut encore les qualifier de naturels. La World Weather Attribution a recensé 120 événements climatiques qui ont affecté plus d'1 million de personnes en 2023. C'est du jamais vu. Sur les 26 les plus importantes, la WWA en attribue 23 au dérèglement climatique causé par l'homme. Je vous conseille le site de Carbon Brief qui donne de nombreux exemples d'impacts globaux et locaux des différents scénarios entre plus 1,5 et plus 4 degrés. Je vais vous en donner quelques-uns. Un monde à plus 2 degrés, c'est 10 cm en plus d'élévation du niveau moyen de la mer d'ici à 2100.
Mais avec une trajectoire à plus 4 degrés de réchauffement en France, le GIEC estime la montée du niveau marin à environ 80 cm d'ici la fin du siècle, grignotant une grande partie des littoraux français de manière permanente et un impact encore plus important lors d'événements climatiques intenses. On peut aussi parler de l'accès à l'eau. Il y a ceux qui en manqueront. Dans un monde à plus 2 degrés, le risque de sécheresse est multiplié par 2 par rapport à 1990 et par 5 dans un monde à plus 3 degrés. Le Danube, le Mississippi, l'Amazone et le bassin de Murray-Darling verront leur débit baisser de 40 à 80%. Plus proche de chez nous, le sud de l'Europe ressemblera au Sahara. Et puis, il y a celles et ceux qui la fuiront. Les bassins soumis à un régime de mousson, tels que celui du Gange et du Nil, verront leur débit augmenter jusqu'à 40%. Des forêts comme celle du bassin amazonien seront frappées par la déforestation et la disparition de milliers d'espèces qui ne résisteront pas au nouveau climat. Comme avec les températures, les variations en fonction des différents coins du globe seront de plus en plus grandes, comme vous pouvez le voir sur cette carte. En dehors des conséquences sur l'agriculture, c'est toute la biodiversité qui sera en jeu si on laisse s'échapper ces 2 petits degrés. Même en respectant l'accord de Paris, le réchauffement causera un déclin de 70 à 90% des récifs coralliens. Dans le second scénario, il pourrait être amené à disparaître. Rappelons que le corail, ce n'est pas juste de magnifiques couleurs sur une carte postale. C'est à la fois une source de revenus et de nourriture, mais aussi un rempart fondamental contre les phénomènes naturels violents tels que les cyclones, les typhons ou les ouragans. En réalité, il ne faut pas non plus se dire que l'étape après 1,5 degré, c'est 2 degrés, puis 4 degrés. L'objectif à viser si on dépasse 1,5 degré, c'est 1,51 degré. Chaque dixième de degré compte. Ok, je comprends donc qu'il y a plusieurs scénarios avec les conséquences associées, mais qu'est-ce qui va se faire qu'on va se diriger plutôt vers l'un ou vers l'autre? Eh bien, c'est notre action collective face au changement climatique. On a principalement 2 leviers d'action. D'une part, on a l'atténuation qui regroupe les actions visant à diminuer l'ampleur du réchauffement mondial d'origine humaine par la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la capture et séquestration du CO2 de l'atmosphère. C'est le sujet sur lequel se penche le groupe 3 du GIEC. D'autre part, on a l'adaptation qui regroupe les actions permettant notre ajustement à des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les extrêmes, afin d'atténuer les dommages potentiels, de tirer parti des opportunités ou de faire face aux conséquences. C'est le sujet d'expertise du groupe 2 du GIEC. Ok, imaginons alors qu'on se dirige vers un scénario à plus 4 degrés. Comment est-ce qu'on s'adapterait à ça? Eh bien, c'est la question que se pose actuellement notre gouvernement pour élaborer sa stratégie nationale d'adaptation. Suite à une large concertation, la France s'est dotée en 2011 de son premier plan national d'adaptation au changement climatique pour une période de 5 ans. Ce plan contient 84 actions déclinées en 242 mesures dans 20 domaines. Après les accords de Paris, le deuxième plan national d'adaptation au changement climatique a vu le jour en 2018, se basant sur un scénario à plus de degrés en adéquation avec les objectifs énoncés par les accords de Paris. Or, étant donné que la hausse de température en France est déjà de 1,7 degré, les pouvoirs publics envisagent un changement de trajectoire de réchauffement de référence. Ainsi, le scénario d'une hausse des températures de plus 4 degrés d'ici à 2100 a été retenu pour la 3e version du plan national d'adaptation au changement climatique, qui est à ce jour en cours d'élaboration. Très récemment, en 2022, l'Institute for Climate Economics s'est intéressé à la mise en œuvre concrète des mesures d'adaptation en France. Le rapport présente 18 mesures incontournables à prendre en urgence dans 11 chantiers prioritaires. Par exemple, donner plus de moyens à la lutte contre les incendies ou à la prévention des inondations, aider les communes littorales touchées par l'érosion, soutenir la transition économique des stations de montagne face au déneigement, etc., etc. Et donc, combien est-ce que ça nous coûterait tout ça? Alors, différentes études et rapports ont essayé d'évaluer les coûts associés à ces mesures d'adaptation. Quand on parle de coûts associés au climat, il faut bien faire attention à ne pas confondre, d'une part, les coûts de mise en œuvre de l'adaptation engagés avant que les dommages induits par les changements climatiques ne soient constatés, et d'autre part, les coûts de l'inaction, qui représentent les coûts associés aux dommages une fois matérialisés, c'est-à-dire les pertes humaines ou matérielles, les pertes d'exploitation ou encore les pertes socio-économiques. Le but de l'adaptation est justement de mobiliser des moyens en amont pour éviter ces coûts de l'inaction en aval. Une étude britannique de 2006, connue sous le nom de rapport Stern, a été la première à évaluer l'impact économique des effets du changement climatique. Le rapport conclut que le coût de l'inaction serait de 5 à 20% du PIB mondial contre 1% pour celui de l'action. Mais cela dépend encore de la stratégie adoptée en termes d'adaptation et d'atténuation. En fait, adaptation et atténuation sont 2 modes d'action très asymétriques. D'abord, l'atténuation réduit tous les impacts, qu'ils soient connus ou inconnus, alors que l'adaptation concerne le plus souvent une zone géographique ou un secteur en particulier.
De plus, il existe un indicateur de performance unique pour l'atténuation, qui est la quantité d'émissions évitées, mais pas pour l'adaptation, ce qui rend plus difficile l'allocation des ressources dédiées à celle-ci. En revanche, il est important de noter que l'adaptation ne sera pas capable d'annuler complètement les impacts du changement climatique. Alors que si, grâce à l'atténuation, nous arrêtons d'émettre, la température se stabilisera. Malgré ces difficultés méthodologiques, des estimations ont été faites pour les coûts de l'adaptation au changement climatique. En effet, l'Institute for Climate Economics estime dans son rapport de 2022 un coût de 2,3 milliards d'euros par an à investir en France pour les 18 mesures incontournables exposées dans son rapport, et ce, quelle que soit la trajectoire d'adaptation retenue. À noter tout de même que cette estimation présuppose un investissement parallèle dans une stratégie d'atténuation, lui étant de l'ordre de 50 milliards d'euros par an. De plus, l'Institut met en garde lui-même sur le fait qu'il est à ce jour impossible de disposer d'un chiffre global résumant les besoins totaux pour l'adaptation en France, essentiellement à cause de l'absence de consensus clair sur les réponses à apporter aux conséquences du changement climatique. En effet, il est nécessaire de se poser des questions, à la fois à l'échelle territoriale et nationale, comme par exemple, quel niveau de risque considère-t-on acceptable et par conséquent, quel niveau d'effort est-on collectivement prêt à faire pour réduire le risque? Et à quel niveau dans le temps? D'autres estimations ont été faites à l'échelle mondiale. La Convention cadre des Nations Unies propose une évaluation de 44 à 166 milliards de dollars par an pour l'ensemble des pays. De plus, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement se sont intéressés à la part de cet investissement à faire spécifiquement dans les pays en voie de développement. Ils aboutissent à des évaluations comprises entre 4 et 109 milliards de dollars par an. Ah oui, donc en fait c'est dans les pays en développement que les plus grands investissements sont à faire, mais ce sont pas eux qui ont le plus pollué, et est-ce que c'est juste que ça soit eux draqués? Tu soulèves un point super intéressant justement qui est au centre des débats actuels, qui est justement la question des responsabilités et du partage des efforts de réduction des gaz à effet de serre entre les pays. Qui émet et qui a émis historiquement. Donc historiquement, certains pays ont plus participé que d'autres au changement climatique, et c'est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, dans les années 2000, les États-Unis étaient responsables de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors qu'ils ne représentaient que 4% de la population mondiale. Les pays en développement estiment justement que les pays développés devraient participer plus activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais est-ce que ce sont les pays qui ont le plus émis qui sont aussi ceux qui sont le plus vulnérables au changement climatique? Eh ben non, justement. 136 pays en développement ne contribuent qu'à 24% de ces émissions, tandis qu'ils subissent 97% des catastrophes naturelles liées au changement climatique. En fait, les concepts de responsabilité et de vulnérabilité s'inscrivent dans un concept encore plus large qui est celui de la justice climatique. La justice climatique soulève 3 types de questions. Donc, comme abordé précédemment, la question des responsabilités étatiques, mais également la question des vulnérabilités différenciées entre pays, qui est ou sera principalement victime des changements climatiques, mais surtout la question de l'adaptation. Quelles populations ont ou auront les ressources et les moyens pour faire face à ces changements? Il existe donc des inégalités de responsabilité et d'impact sur les différentes catégories sociales, que ce soit entre les pays, mais également au sein d'un même pays. Si les impacts sont plus remarquables sur les populations pauvres, ça pourrait vouloir dire que le changement climatique renforce encore plus les inégalités? Tu as tout à fait raison. D'après la Banque mondiale, 100 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans la pauvreté en 2030 à cause du dérèglement climatique. Et il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Tout d'abord, un accès à l'eau qui est de plus en plus inégalitaire, notamment en cas de forte chaleur. L'accès à la santé et la prévention est aussi difficile pour les personnes les plus marginalisées. Et les inégalités de logement se feront de plus en plus ressentir, notamment pour les personnes qui souffrent de précarité énergétique, qui seront vulnérables aux canicules, aux vagues de froid et aux intempéries. Et est-ce que ces inégalités causées par le dérèglement climatique se font déjà ressentir? Une des façons dont on peut comptabiliser justement l'effet du dérèglement climatique sur les populations vulnérables est justement le nombre de déplacés pour cause de phénomènes naturels. En 2023, on compte déjà en tout 24 millions de déplacés climatiques, dont plus de la moitié sont en Asie-Pacifique, qui est également une des régions les plus pauvres du monde, comme tu peux le voir sur cette carte. Et est-ce que des mesures sont déjà mises en place pour corriger ces inégalités? La reconnaissance d'une justice climatique a commencé lors de la conférence de Stockholm sur l'environnement en 1972, en affirmant que l'homme a un droit fondamental de vivre dans un environnement sain. Mais les moyens pour aboutir à cette justice climatique sont encore flous. Dans le GIEC, que la Convention 4 des Nations Unies contre les changements climatiques conclut que les pays industrialisés doivent avant tout prendre des mesures nationales
contre le changement climatique. Mais ces pays sont également tenus d'aider les pays en développement à atténuer et à s'adapter au changement climatique par le transfert de technologies pour pouvoir s'adapter et réduire leurs émissions. Un premier signal fort a été envoyé lors de la COP28 avec la concrétisation du fonds sur les pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables. Cependant, on ne sait toujours pas combien exactement sera débloqué. Tu l'auras donc compris, il est aujourd'hui évident que la lutte contre le dérèglement climatique passe par la protection des classes les plus vulnérables, mais les moyens ne sont pas encore totalement clairs. Bon, je crois comprendre à peu près cette option. Mais ça confirme ce que je pensais tout à l'heure, non? On est bien dans la sauce si on s'y prend trop tard. Puis je vois pas trop nos gouvernements gentiment se mettre à payer des digues énormes pour d'autres pays que le nôtre, pour être honnête. Mais bon, j'imagine que du coup, ça revient évidemment bien moins cher de tout arrêter maintenant et de rester sous un seuil de plus 1 degré, non? Comment on évalue tout ça maintenant? Alors, pour répondre à cette question, on va de nouveau se plonger dans les rapports du GIEC. Pour pouvoir estimer le coût d'une telle décarbonation, il faut d'abord regarder de combien nous devons réduire nos émissions globales de gaz à effet de serre et en combien de temps. Le problème du réchauffement climatique est un problème de stock, celui des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Via ces modélisations du climat, le GIEC est capable de nous donner une estimation de la quantité de gaz à effet de serre manquante dans l'atmosphère, capable de nous faire atteindre un réchauffement de 1,5 degré à la fin du siècle. Et cette quantité est d'environ 500 gigatonnes de CO2 équivalent en 2020 pour une probabilité de rester sous la barre de 1,5 degré de 50%. Pour se rendre compte de ce que ça représente, si on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre qu'en 2020, ce budget sera consommé en 2030. Et si aucun abattement n'est mis en place, ce budget sera complètement consommé rien qu'en exploitant jusqu'au bout les infrastructures d'énergie fossile déjà existantes. L'objectif va donc être d'arriver rapidement à des sociétés neutres en émissions nettes de gaz à effet de serre et avant d'avoir dépensé tout notre budget carbone, ce qui implique une réduction rapide des émissions mondiales. Et comme tu l'as vu précédemment, ces réductions ne seront pas homogènes partout. Les niveaux de développement ne sont pas les mêmes entre les différents pays, comme les quantités d'émissions territoriales, les empreintes carbone ou les quantités émises à travers l'histoire. Il va falloir réduire intelligemment pour préserver les autres objectifs du développement durable qui se faisaient autrefois à travers l'exploitation peu chère et pratique des énergies fossiles. Ok, c'est bon, je crois que je l'ai. Où est-ce qu'on coupe maintenant? Ta question un petit peu reformulée sera comment choisir les moyens permettant d'émettre moins de gaz à effet de serre que ce que contient le budget limitant le réchauffement actuel à 1,5 degré. Et je dis choisir parce que nous disposons, en tant que société, de plusieurs leviers d'action nous permettant d'agir sur nos émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est donc de quantifier l'impact de ces leviers afin de savoir lesquels actionner, avec quelle importance et le coût qu'engendreront ces actions. C'est ce travail qui nous permettra de décider s'il est préférable de prendre des mesures d'atténuation ou s'il est plus facile de s'adapter au monde à plus 4 degrés. Le GIEC fait ses études en modélisant différents scénarios dans des modèles mêlant climat et économie. Cela permet d'estimer l'impact des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et combien cela coûterait. Voici comment on pourrait les résumer. Une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde. Par rapport à 2019, moins 43% en 2030, 60 en 2035, 69 en 2040, 84 en 2050. En regardant par secteur, la production d'électricité via charbon devra être approximativement nulle en 2050, et celle via gaz devra représenter moins de 8% et uniquement si des technologies de captation le permettent. Les énergies renouvelables représenteront alors 77% de la production électrique mondiale. Le secteur industriel devra réduire ses émissions de 90% par rapport à 2010, et la part d'énergie finale à faible émission dans les transports devra décupler par rapport à 2010 pour atteindre 50% en 2050. L'objectif est maintenant d'associer des coûts à toutes ces réductions. Le GIEC nous fournit un tableau récapitulant quelque peu les coûts associés à différents moyens de décarboner nos sociétés. Pour lire plus facilement ce graphique, voici quelques chiffres. Nos émissions annuelles mondiales sont actuellement de 53 gigatonnes équivalent CO2. Ce qu'on vise en 2030, c'est une réduction d'au moins 43%, soit environ 23 gigatonnes équivalent CO2 émis par an. Ce que nous dit ce graphe, c'est que le coût d'économie de 2 gigatonnes de CO2 en 2030, via l'exploitation de l'énergie solaire, serait relativement peu coûteux, moins de 20 milliards de dollars par an. En revanche, le coût de l'économie via le nucléaire s'envole rapidement et a une portée assez limitée. Le rapport nous explique que si toutes les options coûtant 100 $ ou moins par tonne de CO2 équivalent évité étaient mises en place, nous pourrions diviser par au moins 2 nos émissions en 2030 par rapport à 2019. La légende du graphe nous explique que les potentiels ne sont pas vraiment additifs, et cela nous donne quand même une petite idée de la quantité d'argent à mettre sur la table pour réussir cette transition vers des sociétés neutres en carbone. En rentrant dans les détails du rapport, nous pouvons trouver un autre graphe. Celui-ci compare les investissements annuels nécessaires moyennés sur la période 2023-2050.
Pour le scénario qui nous intéresse, le scénario C1, ce coût moyen est de 2300 milliards par an pendant 25 ans. Pour comparaison, un maintien peu fiable à plus de degrés serait de 1200 milliards par an. Évidemment, ces investissements sont majoritairement à faire en volume dans les pays ayant à notamment fortement développer leur réseau de distribution électrique, comme l'Afrique ou l'Asie. Ce coût estimé peut paraître énorme, mais il est à mettre en perspective avec les coûts colossaux évités par l'absence de dérive à la hausse du réchauffement climatique. Les coûts des catastrophes et de l'adaptation nécessaires sont eux aussi très élevés, à plus 4 degrés. De plus, les investissements nécessaires à ces réductions d'émissions de carbone se combinent parfois très bien avec nos autres objectifs de développement durable. Par exemple, l'électrification des moyens de transport et la décarbonation des villes réduiront drastiquement les coûts de santé liés à la pollution de l'air. La question qui se pose maintenant, c'est comment agir? Comment financer cette atténuation, et en particulier dans le cas des pays en développement? En effet, le réchauffement climatique aura et a déjà des conséquences désastreuses sur les pays en développement. Et on a vu que ces pays sont loin d'être les principaux responsables de ces changements. S'adapter au réchauffement climatique est pour eux un défi bien plus grand, alors qu'ils peinent souvent à subvenir aux besoins de leur population. Ce sujet a été une discussion majeure de la COP27, qui s'est tenue en 2022, où un fonds sur les pertes et dommages a été créé, ou, en anglais, un Loss and Damage Fund. Ce fonds a été défendu par les pays en développement au regard des nombreuses catastrophes extrêmes liées au climat, et il a été officiellement adopté à la COP28. Concrètement, c'est un fonds financé par les pays développés, et notamment les pays européens, les Émirats, les États-Unis, le Royaume-Uni, et à destination des pays les plus vulnérables, à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars par an. D'abord considéré comme une avancée symbolique majeure dans la lutte contre le changement climatique, ce fonds est beaucoup critiqué depuis et jugé inefficace, car les pertes s'élèvent en fait à plusieurs centaines de milliards de dollars. De plus, ce fonds a pour vocation d'aider les pays en développement à s'adapter aux effets du changement climatique. C'est une belle avancée en termes de justice climatique, mais il ne permet pas d'agir pour limiter le réchauffement climatique provoqué par les pays développés. Ouais. En gros, on essaye de compenser les effets alors qu'on devrait les réduire. Et donc, si je comprends bien, les pays développés émettent beaucoup trop et sont ceux qui, en plus, ont la possibilité de réduire ces émissions. Exactement. Mais donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment encourager les consommateurs et les entreprises des pays développés à réduire leurs émissions. Du point de vue microéconomique, il est évident que les acteurs économiques, donc les consommateurs ou les entreprises, ne prendront en compte le réchauffement climatique que si ses conséquences se font ressentir directement. Cependant, on parle ici d'adaptation devant l'incertain. On n'est pas capable d'estimer avec précision les conséquences que le réchauffement climatique aura sur notre quotidien, et à quel point ce quotidien est inadapté. Cela a tendance à décourager les agents économiques à agir, alors que pourtant, il n'y a pas de doute sur l'urgence. Alors, ces échecs de marché doivent être corrigés par les politiques publiques qui, à différentes échelles, ont la possibilité d'influer sur l'état du marché. Le gouvernement a alors 3 principaux rôles. D'une part, il doit proposer des services publics durables, ce qui inclut notamment des infrastructures de transport plus durables et plus performantes, en France par exemple, et une production énergétique décarbonée. D'autre part, le gouvernement doit apporter aux personnes vulnérables suffisamment de soutien pour s'adapter au réchauffement climatique. On parle ici des populations vulnérables au sein même des pays développés, qui ne peuvent se permettre de consommer de manière plus durable et responsable, notamment pour des raisons économiques. On ne peut pas demander les mêmes efforts aux personnes les plus privilégiées et aux personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir ou se chauffer. Et c'est fondamental de comprendre qu'on ne peut pas parler de transition écologique sans parler de justice sociale. Enfin, les gouvernements peuvent agir sur la législation, afin d'obliger les agents économiques à produire et consommer de manière plus durable. Ils peuvent, d'une part, appliquer des pénalités aux entreprises, ce qui se fait déjà en France. Par exemple, le Sénat a multiplié par 5 l'amende à l'encontre des entreprises qui refusent d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi évoquer la taxe carbone, qui permet d'inciter à la réduction des émissions de CO2, car elle augmente les prix des produits finaux proportionnellement aux émissions engendrées par leur production. Mais ils peuvent aussi interdire progressivement la consommation de biens ou de technologies jugées trop polluantes. C'est par exemple le cas en Europe, où aucune voiture thermique neuve ne pourra être vendue après 2035 et où les capitales installent de plus en plus de zones à faibles émissions qui interdisent l'utilisation de véhicules trop polluants. En prenant des mesures concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, investir dans des technologies durables et adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, nous pouvons contribuer significativement à limiter le réchauffement et en atténuer les effets. Cela permettrait de réduire les risques sociaux dramatiques, tels que les déplacements massifs de population et les conflits liés aux ressources limitées, mais ce serait également économiquement plus viable. Au-delà des mesures concrètes, il est aussi crucial de surmonter les biais cognitifs qui encouragent l'inaction climatique. Par exemple, on peut atténuer le déni climatique et l'optimisme démesuré qui mènent à sous-estimer les risques futurs et à surestimer notre capacité d'adaptation par une sensibilisation accrue. Il faut enfin que l'on comprenne que la préservation de notre planète n'est pas seulement une nécessité morale ou éthique, mais également une stratégie pragmatique pour assurer la prospérité des générations futures.